Salut à toi, parents, futurs parents, professionnels de l'enfance, et bienvenue dans ce podcast Grandir. Je m'appelle Jessica Nel et j'ai créé ce podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui nous partagent leur expérience, leur prise de conscience, leurs difficultés ou leurs réussites dans tout ce qui touche au domaine de la parentalité, de l'éducation, de la pédagogie. Ce qui m'anime, c'est de pouvoir contribuer à faire évoluer le regard et les représentations autour de l'enfant, de contribuer à renforcer les liens entre adultes et enfants de façon authentique. Dans ces premiers épisodes, nous parlerons plus spécifiquement de l'école. On traverse un moment de notre histoire qui réinterroge à la fois notre présent et notre passé et qui identifie certaines choses qui nous ont été verticalement imposées pour des raisons qui n'apparaissent aujourd'hui plus légitimes. Les femmes veulent se réapproprier leur accouchement. Les consommateurs souhaitent avoir davantage de contrôle sur ce qu'ils ont dans leur assiette. Des innovations émergent grâce au financement participatif et donc à l'écart des modalités institutionnelles ou commerciales que l'on pensait incontournables. Bref, on observe l'émergence d'une sorte d'intelligence collective qui œuvre de façon horizontale par la mise en réseau de chacun. Une intelligence collective qui serait au service du recouvrement d'une certaine forme de souveraineté. Et dans ce même mouvement, l'école qui semblait aller d'elle-même comme un fait naturel est de plus en plus réinterrogée dans sa légitimité. Alors oui, ça n'est pas chose facile que de questionner la place de l'école, car nous avons été enfants et nous sommes aussi passés par là. Nous n'avons jamais été invités en tant qu'enfants à donner notre accord sur le fait d'aller en classe ou non. Il fallait y aller, c'était comme ça. Il fallait s'y soumettre au risque de s'exposer à des sanctions. Mais si l'école n'apparaît plus naturelle car elle est réinterrogée, alors elle peut faire l'objet de propositions différentes. On peut suggérer des écoles alternatives ou même, de façon plus radicale, des alternatives à l'école. C'est bien ce qui émerge depuis plusieurs années. Qu'il s'agisse d'écoles démocratiques, alternatives, d'écoles à la maison, de unschooling, ce sont autant de possibilités que nous tâcherons de découvrir dans ces premiers épisodes. Dans cet épisode, c'est Elfie Reboulot qui vient nous parler d'agisme. Ce phénomène social et psychologique, encore peu évoqué, est pourtant largement répandu dans nos sociétés. Il s'agit de cette tendance à discriminer l'enfant du fait même de son âge et qui nous pousse à le considérer principalement comme un enfant et non comme une personne. À quoi ressemble un accompagnement parental lorsque l'enfant est vu comme une personne douée d'autodétermination ? Une personne capable d'être actrice de sa vie à la juste mesure de ses capacités en limitant les influences externes indues. Elfie fournit davantage de repères à ce sujet et permet de déconstruire une posture parentale basée sur un rapport de pouvoir pour passer à une forme d'autorité basée sur le respect de chacun. Comment gérer la question délicate des limites ? Concernant les sujets sensibles des écrans, de la junk food, elle nous apportera également des éléments de réponse. Enfin, Elfie nous parlera du village démocratique de Bourg qu'elle a cofondé, où chaque personne, petits et grands, peut jouir de sa liberté individuelle. Aujourd'hui, on reçoit Elfie Reboulot. Je suis ravie de faire ce podcast avec toi. Salut à tous. Alors, tu es maman de 2 enfants. Oui, alors j'ai un garçon qui a 13 ans et une fille qui a 9 ans déjà. Ouais, Ok. Tu es psychothérapeute. ouais. Tu œuvres pour une considération plus égalitaire de l'enfant. Alors, dans ton livre Qu'est-ce que l'agisme ? Tu invites le lecteur à prendre conscience des conditionnements et des croyances que chacun porte et qui conduisent à discriminer les personnes du fait de leur âge. Alors, on te voit apparaître sur la chaîne TEDx, la chaîne YouTube où tu présentes le fruit de tes réflexions de façon plutôt synthétique et particulièrement pertinente. Je placerai le lien dans la description de la vidéo.
Et puis, tu ne te contentes pas de faire bouger les choses d'un point de vue strictement théorique, puisque tu as également cofondé l'éco-village de Bourg en Ariège, donc au sein duquel tous les habitants bénéficient de la même considération, quel que soit leur âge. Donc il y a le documentaire En liberté qui a été réalisé par Alex Ferrini, qui est disponible sur YouTube dans son intégralité et qui présente cette expérience-là. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours, que ce soit en tant que psychothérapeute, en tant que maman, en tant qu'enfant? Quelles ont été les prises de conscience qui ont permis ce cheminement? Alors ce parcours finalement, c'est vrai qu'on peut remonter presque, jusqu'à l'enfance. Je crois que comme beaucoup d'enfants, je me posais déjà des questions sur, ce rapport, adulte-enfant au niveau de notamment de ce que je considérais comme des abus d'autorité parfois, des choses qui me semblaient injustes et auxquelles je trouvais pas vraiment d'explication, rationnelle, quelque chose comme ça. Mais voilà, l'explication un petit peu juste de: c'est comme ça parce que pourquoi? Parce que ça a toujours été comme ça, parce que les autres font comme ça, parce qu'on a fait comme ça avec moi». Hem, donc il y avait déjà quelques interrogations à ce moment-là dans ce sur ce rapport-là, du monde des adultes en quelque sorte vis-à-vis de ce monde des enfants, comme s'il y avait, 2 mondes différents qui étaient, finalement, un petit peu distincts et avec des rapports de pouvoir qui étaient pas vraiment mis au clair, quelque chose comme ça. Mmh. Et puis ensuite, j'ai suivi une scolarité assez, finalement assez classique, puisque je savais pas qu'il était possible de vivre autre chose, j'ai découvert après, en devenant maman, qu'il était possible de vivre hors école, qu'il était possible de vivre un rapport, différent à ses parents, à voilà, aux adultes autour de soi. Quand j'étais enfant, voilà, je suivais un petit peu ce qui m'était proposé. J'étais déjà dans une famille dans laquelle, il y avait une certaine considération de l'enfant. Je le voyais ça par rapport à mes autres camarades. Par exemple, ça commence très tôt. Par exemple, ma grand-mère, je sais elle était, traitée entre guillemets de «folle» un petit peu par, ses voisins ou par certaines de ses de membres de la famille parce qu'elle, elle parlait à ses bébés. Ce voilà, c'est quelque chose qui se faisait pas à l'époque et elle me disait qu'elle avait cette intuition-là évidemment que cette personne, comprenait à sa manière, en tout cas, ce qu'elle était en train d'exprimer et surtout que ce qu'il y avait quelque chose qui se passait, à ce moment où elle lui donnait de l'attention, où elle lui parlait et cetera. Alors que pour les autres, bon, bah, voilà, c'était, limite une sorte de chose, hein, qu'on pose et puis qu'on donc il y avait déjà une sorte de sensibilité particulière, dans la famille à cet endroit-là et moi, en tant qu'enfant, j'ai quand même bénéficié d'une éducation dans laquelle mes parents, était assez, ouvert et dans laquelle mon point de vue était quand même, entendu, d'une certaine manière et donc j'ai toujours eu, envie ensuite en grandissant de, «travailler» entre guillemets, auprès des enfants parce que je me sentais tout simplement à l'aise, avec eux. Donc j'ai fait différentes choses et puis j'ai travaillé en école pour, notamment pour financer mes études, donc j'ai pu avoir un pied dans le milieu scolaire et voir un petit peu ce qui se passait avec un autre œil, différent de celui d'un enfant qui est élève, mais là d'un adulte qui est impliqué dans le système éducatif. Hem et puis c'est venu progressivement, je suis devenue, effectivement je me suis formée en psychothérapie et j'ai surtout travaillé avec des enfants et des parents. Et ça m'a pas mal interrogée, oui, les enfants qu'on m'amenait comme étant, en souffrance, comme étant, inadaptés, comme étant comme ça avec, un problème ou en tout cas, quelque chose posait problème et donc on l'amenait à la psy. Heu et en parlant avec ces personnes en face de moi, les enfants qu'on m'amenait, je me suis, assez rapidement aperçue qu'il y a on peut pas faire de généralité, mais souvent c'était des personnes finalement, dont les besoins qu'exprimaient ces personnes-là étaient tout à fait, légitimes et audibles là, et simplement c'est oui, le système qui était bâti autour d'eux, qui ne leur, permettait pas finalement de répondre à ces besoins-là et donc on me demandait presque de les oui, de les adapter, de les rogner à droite et à gauche pour qu'ils puissent rentrer quelque part dans ces cases, du système. Et je me suis aperçue que bon, déjà, j'avais pas du tout envie de faire ça et puis, que oui, c'était assez étrange. J'ai commencé à me rendre compte à ce moment-là, parce que j'avais des patients adultes aussi,
que certaines choses qu'on demandait, à mes petits patients comme ça, comme étant tout à fait, normales parce que tous les enfants le font et cetera, c'est pas des choses qu'on aurait, imposées de la même manière aux adultes que je recevais en termes de ne serait-ce qu'en termes de contraintes, oui, en termes de différents types de contraintes. Et j'ai commencé à me poser des questions à ce moment-là, sur de quelle manière est-ce que j'avais envie d'être en relation avec les enfants et cetera. Je suis devenue maman aussi entre-temps, donc évidemment c'est un énorme, point dans mon parcours qui m'a beaucoup interrogée, qui a fait que de l'intérieur, je me suis, encore plus impliquée, sur la façon dont on peut être en relation avec des enfants. Mmh. Heu et à ce moment-là, j'ai découvert, je ne sais plus trop comment, l'éducation démocratique. Avant, je connaissais un petit peu, voilà, Montessori, Steiner, j'avais essayé de regarder un petit peu, je trouvais certaines choses intéressantes, mais ça venait pas vraiment mettre le doigt sur, ces discriminations dont je parlais ou cette espèce de c'est comme si j'avais le sens je parlais d'un sentiment d'injustice tout à l'heure, c'est plus comme sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est Mmh. plutôt ça que je ressentais intuitivement, si je devais mettre des mots et cette espèce de sensation qu'il y a quelque chose qui cloche dans le rapport adulte-enfant. Mmh. Oui, c'est un petit peu ce fil rouge-là dont je parlais, dans moi-même dans l'enfance, sans y mettre des mots, sans le conceptualiser et cetera. Puis après en tant qu'étudiante et puis après l'éducation démocratique, j'avoue que là, ça a été quand même une sorte de eureka, quelque chose comme ça, à me dire: «Ah mais oui, mais» une sorte d'évidence. Non mais mon Dieu, mais comment j'ai pas pensé à ça même avant en fait, comme si je tournais autour, il y avait quelque chose que je sentais mais j'arrivais pas vraiment à le voir. Et j'ai commencé très simplement avec, le TEDx de Ramin, avec qui on a cofondé ensuite, l'éco-village de Pourgue dont tu parlais. On y reviendra sûrement. Mmh. Et donc c'est un TEDx qui est, simple, limpide et qui explique justement l'état d'esprit, ce qui se passe dans ces écoles-là. Parce que finalement, au-delà des choses qui sont faites, de ce qu'on décrit dans le quotidien, dans une école démocratique, par exemple et tout ça, c'était surtout, comment on considère effectivement les jeunes et les enfants dans Mmh. ce type d'école-là. Et ouais, ça a été vraiment une révélation et là je me suis dit: «Ah oui, mais en fait le nœud du problème, c'est peut-être, juste ça». C'est assez Mmh simple, mh. c'est-à-dire, est-ce qu'on considère, qu'un enfant est une personne à part entière? Et c'est vrai que ça peut paraître, une question un peu simpliste, soit ou alors un peu naïve ou alors que pas du tout. Quand on commence à creuser, finalement, on Mmh. s'aperçoit que, c'est pas du tout si simple que ça. Et je me suis aperçue en creusant que c'était un sujet qui réveillait pas mal de peur finalement, chez les uns et les autres, beaucoup de peur quand j'ai commencé à explorer ça et à essayer de décrire ce que je percevais, je voyais en face pas mal de craintes. Comment expliquer ça? Que ce soit complètement chaotique et que ce que j'essaye de remettre en question à un endroit vienne tout remettre en question et que du Mmh. coup ce soit absolument ingérable et que ce soit, et on s'aperçoit, c'est ça qui est intéressant quand on regarde sur un plan historique, que, le moment où si on doit faire des catégories dans les populations d'êtres humains, ce qui est déjà, en soi, on peut le faire, mais enfin qui peut on voit bien tous les biais qui peuvent arriver aussi, il y a une certaine vigilance à avoir. Donc, la catégorie, par exemple, avant des personnes à la peau noire, par rapport à une catégorie de personnes à la peau blanche, avec des droits qui sont différents, une considération qui est différente et cetera. Ça fait pas si longtemps que ça, finalement, qu'on est arrivé à faire bouger les mentalités par rapport à ça. Ou bien la catégorie des femmes par rapport à la catégorie des hommes, avec pareil tout un tas de préjugés sur les Mmh. femmes, discriminants, et cetera. Par exemple, si on prend le sujet des femmes, les femmes qui étaient considérées comme, oui, de manière, par tout le monde, hein, c'était dans les textes et cetera, que ne pas avoir, une intelligence en tout cas suffisante pour avoir une opinion politique, pour avoir, quelque chose à dire sur le plan de la gestion politique de la cité. Quand, quand les femmes ont commencé à obtenir des droits et que ça a été remis en question, il y a eu pareil des peurs. Mmh. C'est les mêmes peurs, quoi, une espèce de peur du chaos, peur que tout à coup, je sais pas, que
que la famille, n'existe plus, que enfin, c'est tout l'aspect traditionnaliste et cetera qui est Mmh, mmh là, mh. qui a vraiment du mal et j'entends cette peur de me dire: «Ah oui, mais» c'est tout à fait passionnant parce qu'on me dit, heu: «Ah oui, mais si jamais on va dans le sens de ce que tu dis, à terme, qu'est-ce que ça va donner?» Ça va donner, il y aura par exemple par rapport aux enfants, plus aucune «autorité» entre guillemets. Mmh Ça veut dire, mh. des enfants qui vont être sans repère, qui vont être, perdus, qui vont être, insolents, qui vont être, voilà, une crainte comme ça, Mais on voit à quel point ça impose surtout de changer sa propre vision et du coup de créer de nouveaux repères en lâchant les anciens. C'est ça qui peut être aussi déroutant pour les personnes qui ont envie de faire ce saut et de changer leur vision sur l'enfant. oui, c'est ça. Puis j'ai l'impression que, oui, il y a des repères à remettre en question et en même temps, on Mmh. peut vraiment se rassurer sur le fait que c'est pour ça que j'invite aussi les personnes à, par exemple, à lire mon livre avant de se faire une idée. Il y a souvent des sortes de résumés, des caricatures, pas des caricatures, mais des simplifications, quoi. Alors que c'est finalement une question qui est forcément assez nuancée et qui est complexe et on peut pas, simplifier les choses. Hem Il y a des repères qui évoluent, ça veut pas dire qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Je suis pas du tout dans j'ai pas l'impression d'être dans une espèce d'énergie de colère qui va complètement détruire absolument toutes nos racines. Heu, oui, quand on parle de déconstruction, ça fait très peur aussi de dire: «Ah ben voilà, alors du coup, ça veut dire qu'il y aura plus rien», Non, moi je suis plutôt pour comme pour faire un pas supplémentaire. Ça veut dire que, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de nourrir, c'est de garder ce qui fonctionne, ce qui est là, notamment le rôle. Je considère pas qu'il n'y ait pas de rôle parental. Mmh. Il y a un rôle parental, il y a une posture des adultes qui est importante, il y a la transmission, ça existe aussi. Il y a évidemment qu'il y a une posture qui apporte de la sécurité aussi. Seulement cette sécurité, heu, elle peut être amenée d'une autre manière. C'est étonnant de voir à quel point en fait le rôle d'éducateur au sens large, on pourrait dire le rôle de parent, mais ça marche aussi avec, toute forme d'éducateur, Mmh. heu, il est associé à une forme de violence et on s'en rend pas compte et c'est comme si moi, quand je mets le doigt sur cette violence, c'est tellement imbriqué en fait, avec ce rôle d'éducateur qu'on me dit: «Ah mais du coup, il y a plus de rôle d'éducateur. Si on enlève cette Oui. violence, il y a plus rien. Sans violence, il y a plus rien». Alors que pas du tout. Si on met juste le doigt là-dessus et qu'on enlève la violence, il reste juste, bah, observons, qu'est-ce qui reste en fait? Et c'est ça Mmh l'expérience mh. que j'essaie de vivre avec mes enfants et qu'on essaye de vivre au village de Plourg. C'est qu'est-ce qui reste quand on enlève cette violence, mais qu'on est là, nous on est là, on reste là, avec toujours hem, une présence déjà, j'ai envie de dire de commencer par ça. Une présence avec l'enfant, une envie de l'accompagner, forcément une transmission qui se fait parce qu'on parle, parce qu'on communique, Mmh mh. parce qu'on existe, parce qu'on est des exemples aussi entre guillemets, en tout cas dans le sens, on voilà de quelqu'un qui est là et qui agit, sous nos yeux, parce qu'il y a une forme d'autorité naturelle qui est pas une autorité, induite par la peur et d'ailleurs c'est ça qui est presque, triste quelque part. C'est, de voir que et c'est vraiment beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est une majorité de personnes, mais qui me disent: «Non, si je n'ai pas une autorité violente, c'est-à-dire concrètement, je vais imposer, des choses sans les expliquer, je vais, sans entendre le point de vue de l'enfant en face de moi ou sans remettre en question à aucun moment, hem, d'où est-ce que je parle, pourquoi est-ce que j'impose certaines choses, Mmh. comment est-ce que je le fais et cetera. Si je n'impose pas les choses avec violence, hem, mon enfant ne va pas me respecter. C'est quelque chose comme ça Mmh. et ne va pas lui-même se respecter, on va dire ça comme ça. C'est la Heu, question du modèle. voilà. Alors que quand on parle de respect, oui, je me dis: «Mais il faudrait presque des mots différents». Pour moi, la langue n'est pas assez riche. C'est-à-dire, est-ce que je respecte quelqu'un qui m'intimide? Ça veut Mmh. dire quoi, en fait? Ça veut dire que je vais pas oser lui tenir tête. Oui, je me fais, racketter, par exemple, j'en sais rien, une situation d'intimidation comme ça.
dans laquelle je me sens en infériorité physique, Mmh. par exemple, parce qu'il faut aussi, Oui, le dire. Les oui. enfants sont en infériorité physique et pas que. Il y a toute une, voilà, une maturité, une dépendance affective qui est là, qui les met aussi en position de oui, de dépendance, et puis bon, matériellement aussi évidemment. Donc oui, il y a un endroit où je ne peux pas tenir tête à un éducateur ou à un parent, qui m'intimide. Ça c'est pas possible ou alors c'est très problématique et on le voit. Mmh. Est-ce que donc ça s'appelle du respect? Oui, on peut considérer que l'acception de ce terme, habituel, courant. Bah, oui, voilà, cet enfant est respectueux. Pourquoi? Parce qu'il, ne répond pas, rien que ça, il ne répond pas. C'est-à-dire on lui dit quelque chose et lui, il ne répond pas et ça, c'est valorisé. Heu, Mmh. il, heu même si les choses évoluent, mais elles évoluent quand même assez lentement à certains endroits et du coup, Tu parles de la question de l'obéissance et de la soumission à l'adulte. voilà, c'est ça Mmh. et donc on parle Mmh. de respect, hem est-ce qu'il y a pas une autre façon d'être en respect avec soi? Souvent j'essaye de me dire: «Bon moi, qu'est-ce que je ressens?» Oui, je me sens intimidée par telle personne qui a du pouvoir, sur moi, violent, OK. Je sens pas du respect dans le sens, de le même respect que, OK, il y a, telle personne dans ma vie qui a joué un rôle vraiment de guide ou qui a été là quand j'avais besoin, qui a été inspirant, quelqu'un qui m'a respectée aussi, qui m'a donné de l'espace pour exister. On a Mmh tous des relations comme ça dans nos vies où il y a quelqu'un qui va avoir suffisamment de maturité lui-même en fait et de grandeur pour dire: «Bah, vas-y, je t'ouvre cet espace-là et dans cet espace-là, tu peux te sentir en sécurité, tu vas pas être jugé, tu vas pas être, violenté et donc tu peux t'épanouir sous mon regard, bienveillant en quelque sorte.» Et là, quand je pense à des personnes comme ça, enfants ou adultes, d'ailleurs ça continue, on n'arrête jamais d'évoluer. Oui, là je sens du respect, une autre forme de respect. C'est pour ça que je disais, il faudrait peut-être d'autres mots. Heu et c'est ça que j'ai envie de nourrir avec mes enfants. C'est pas j'ai pas envie qu'ils me respectent parce que comme ils sont dépendants de moi, de toute façon je peux, parce qu'ils me craignent, parce que je peux, avoir, du pouvoir sur eux. J'ai envie, qu'ils me respectent parce que c'est un sentiment profond de Naturel. voilà, Mmh. d'amour Mmh. et je crois que ce respect, il ne peut exister que s'il est réciproque, en fait. Moi, c'est ce que je vis. Je ne peux pas profondément aimer et respecter quelqu'un qui ne me respecte pas Mmh à mh. moi et pourquoi est-ce que ce serait différent pour un enfant? Je pense que c'est la même chose et moi, je le vis maintenant, mes enfants grandissent, mon garçon, il est presque adolescent. Et oui et je le vis, en fait. Je vis, un rapport avec un soi-disant, les adolescents, c'est très compliqué et cetera, avec Mmh une mh mh. personne en face de moi qui fait attention à mes besoins, qui à certains moments me dit: «Tiens, ah ça va là? Est-ce qu'on fait pas trop de bruit? Je voudrais être sûr que», ou bien, je sais pas, qui va être attentif comme ça à mes besoins et j'avoue que quand j'observe ça, oui, je me sens satisfaite parce que ça vient vraiment en cohérence avec ce lien Ce que j'ai respect. eu envie Mmh. de construire et de nourrir avec lui, au fil des années. Je voulais rebondir par rapport à parce que tu parles d'obéissance, de peur versus le respect. Ça me fait penser à un passage que j'ai lu dans le livre «Libre pour apprendre» de Peter Gray. Je pense que tu connais cet auteur. Oui, oui, oui. Donc Peter Gray, c'est un psychologue du développement qui est connu pour ses critiques du système éducatif traditionnel et qui a vraiment œuvré pour remettre en question, l'usage de la discipline ou le cadre qui était construit autour des enfants. Il nous parle justement des racines de l'obéissance. C'est assez court, mais j'aimerais bien le partager. Il revient sur les, traditions des chasseurs-cueilleurs pour chaque fois en faire le parallèle par rapport à où on se situe dans notre société actuellement. Les religions des chasseurs-cueilleurs étaient ludiques et tout sauf dogmatiques. Leurs déités, qui représentaient généralement les forces de la nature, se tenaient les unes avec les autres sur un pied d'égalité, n'avaient pas ou très peu d'autorité sur les humains et étaient source d'amusement, d'inspiration et de compréhension du monde.
Mais lorsque l'agriculture se développa et que les sociétés se hiérarchisèrent, les religions leur emboîtèrent le pas. Les dieux commencèrent à inspirer de la crainte, à exiger la vénération et l'obéissance, et certains furent perçus comme plus puissants que les autres. Cette tendance culmina avec le développement des religions monothéistes, fondées chacune sur l'idée d'un cosmos fortement hiérarchisé, dominé par un Dieu unique tout-puissant exigeant une dévotion et une vénération permanentes. C'est un passage que je trouve intéressant et qui fait écho à tes propos. Je t'ai entendu parler dans ton passage sur TEDx de l'obéissance justement en expliquant que c'est le fruit de la peur, alors que le respect, lui, va être le fruit de la reconnaissance de l'autre. J'ai trouvé ça extrêmement pertinent et ça nous aide tout de suite à nous positionner et à faire la différence. Mmh. Oui, oui, tout à fait et je trouve ça intéressant ce passage, notamment le début sur le jeu. Hem, Pareil sur les apprentissages et cetera, hem, on a quand même souvent tendance, j'en reviens à ça, à ce qu'il faut qu'il y ait une dose de violence imposée pour que des apprentissages soient réalisés par un enfant, par un adulte aussi, alors qu'on s'aperçoit que non, que notre cerveau est câblé et fait pour, apprendre dans le jeu. Il y a pas forcément besoin de se faire violence, oui, pour que Mmh. les choses se passent et se passent bien et c'est assez étonnant en fait de regarder à quel point c'est engrammé, dans notre culture, dans notre, inconscient collectif Mmh mh. ce truc de, no pain, no gain, tu vois? Ce truc de voilà, il faut forcément, ouais, que ce soit violent, Souffrir. souffrir, Mmh. et effectivement sur les préjugés autour des enfants là-dessus, ils sont assez forts dans le sens, OK, si on n'impose pas des apprentissages, les enfants n'apprendraient rien puisqu'ils ne feraient que jouer, alors qu'on pourrait tout à fait déconstruire en disant que c'est par le jeu qu'on apprend et ça Mmh mh. c'est pas juste une formule, c'est simplement, ça s'explique aussi tout à fait sur un plan neurologique et cetera. Tu saurais, m'expliquer mieux que moi toutes ces recherches, en neurosciences et cetera qui montrent bien et même au niveau comportemental, chez tous les animaux et même chez nous que oui, on est fait pour apprendre, en jouant. Hem, donc ouais, c'est assez étonnant et sur la question de l'effort, il y a souvent en fait, on parle d'une vision de l'être humain, au-delà de la vision de l'enfant, c'est-à-dire, si on a une vision de l'être humain, une espèce de croyance de base selon laquelle l'être humain va être, feignant, Mmh. fourbe, égoïste, quelque chose comme ça. Il y a comme, dans les vieux textes comme ça, quand je cherchais les racines de ces préjugés sur les enfants, je trouvais pas mal de textes et on en revenait un petit peu là-dessus, sur Mmh le mh. finalement les préjugés sur, la «nature» entre guillemets de l'homme, de Mmh. l'être humain quoi, et ouais, il y avait un peu cette idée-là de voilà, si on laisse un enfant se développer de manière, naturelle. On peut imaginer la métaphore d'un arbuste, quelque chose comme ça. C'est-à-dire si on le laisse grandir, en partant un peu dans tous les sens et tout ça, sans le tailler, pour qu'il prenne une certaine forme, on va dire, hem, ça va aller vers, voilà, vers, de la fainéantise, vers, ouais, quelque chose qui va être violent, pour l'autre, qui va être, quelque chose de pas souhaitable en tout cas. Qui ne va pas être bon ni pour lui, ni pour la société qui l'entoure. Alors qu'en fait, moi j'observe complètement le contraire et c'est aussi l'expérience des écoles démocratiques justement qui, pour certaines ont, Peter Gray justement était très impliqué dans l'une d'entre elles qui s'appelle Mmh. Sudbury qui est la plus emblématique finalement parce que c'est la plus ou moins la première, en tout cas Mmh. de ce type-là et puis qu'il y a eu beaucoup de littérature, ils ont beaucoup écrit, documenté ce qu'ils ont fait, tout à fait passionnant. Parce que là, on a du recul justement. On a des générations de jeunes et d'enfants qui ont pu bénéficier d'un cadre dans lequel ils faisaient entre guillemets «ce qu'ils voulaient», c'est pas si simple que ça. Mmh. En tout cas, dans lequel ils étaient complètement impliqués dans la vie démocratique de l'école, et puis ils utilisaient leur temps, leur corps, leur esprit, comme ils le souhaitaient.
Et donc on a, oui, de recul pour voir, est-ce que sont devenus ces jeunes, voilà, est-ce qu'ils sont tous, je sais pas, inactifs, je sais pas exactement quelles seraient les craintes des personnes. Je pense que c'est ça, si on laisse un enfant faire, bah, voilà, il va devenir, une sorte de loque humaine, je sais pas, quelque chose. Au niveau collectif, on est quand même porteur d'une non-confiance complète dans le développement que peut avoir l'enfant sans le contraindre, sans le soumettre. Voilà, donc et encore une fois, on revient à, quelle vision on a aussi de nous-mêmes à cet endroit-là. Mmh. C'est-à-dire à quel point est-ce Oui. qu'on se fait confiance? Et c'est là aussi que c'est dur des fois de remettre en question de remettre en question ces choses-là parce que ça vient bouleverser vraiment des choses comme par effet de domino. Ça peut, venir bouleverser des choses, en nous quoi, sur le rapport qu'on a à nous-mêmes, se rendre compte à quel point nous-mêmes on a été influencés par des représentations culturelles, Oui. éducatives. Ça vient de nos parents, notre famille proche, mais aussi plus largement de la culture autour de nous, de l'école, et cetera, notre civilisation à cet endroit-là et de se rendre compte, d'admettre à un endroit que, oui, on s'est pas forcément construit, en ayant confiance en Mmh. nous profondément et c'est ce manque d'amour en quelque sorte envers nous-mêmes, c'est souvent, bah, ensuite la cause de tout un tas de stratégies, de tout un tas de complications, qu'en tant qu'adulte, on est souvent en train de se dépatouiller Mmh, avec ça mmh, d'une mmh, manière mmh. ou d'une autre et du coup, oui, ça vient, mettre le doigt là-dessus et en même temps, c'est comme une porte aussi pour, même de soi à soi, pour grandir en amour de soi finalement. Parce que c'est ça aussi, c'est comme pour le respect quand on disait si on veut, finalement, si c'est important pour nous d'être d'avoir des enfants qui sont «respectueux» entre guillemets, parce que c'est pour ça que si le respect est une valeur qui est importante pour nous, et ben, nous-mêmes on doit incarner, ce respect. Ben, Mmh. là pareil sur la confiance, je crois il y a forcément en fait, c'est ça, c'est pas facile comme voie éducative parce qu'il y a forcément une évolution personnelle, il y a forcément une remise en question personnelle à un endroit. On peut pas, Oui. on peut pas souhaiter simplement à un enfant de se respecter et de s'aimer lui-même. Je crois que là, pareil, il y a forcément en miroir, en écho, Mmh. même sans que ce soit une volonté, il y a forcément un travail qui se fait à l'intérieur de nous-mêmes pour voir de quelle manière est-ce que moi, de moi à moi, j'incarne cet amour de soi-même, cette confiance en l'être humain. Heu, et je veux pas être juste dans la théorie, en fait. Je veux pas juste Oui. lire un livre et dire: «Ah voilà, oui, j'ai envie de faire confiance à mon enfant, j'ai envie qu'il s'aime lui-même et qu'il puisse se construire sur une base d'amour et de sécurité» et cetera. Heu, il suffit pas de le projeter simplement sur son enfant, mais Mmh. simplement de se dire aussi: «OK, de quelle manière est-ce que moi je l'incarne?» et Et ouais, quel enfant j'ai été et comment j'ai été voilà. éduquée. C'est aussi pouvoir guérir ces blessures-là pour pouvoir ensuite incarner un positionnement qui soit plus juste avec soi-même et ensuite avec son enfant. C'est comme ça que Ouais, tout à je vois. fait, Oui. c'est ça et puis d'ailleurs, moi, j'ai observé avec, en fait, je dirais même avec pas mal de tendresse, hein, parfois des positionnements en face de moi sur, ce que j'essayais d'exprimer qui étaient, assez rigides finalement, et simplement, oui, je sentais que la raison principale de cette rigidité, c'était ça. C'était: «Non, c'est trop difficile pour moi d'aller voir à quel point je n'ai pas été respectée en tant Mmh, qu'enfant. mmh, mmh, mmh. C'est trop dur, ça me fait trop mal. J'ai pas assez en tant qu'adulte, comme j'ai pas assez rempli mes batteries Mmh. de réconfort, d'amour, voilà, pour pouvoir aller voir ça. Et je pense que, bah, voilà, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas les ressources pour aller voir ça. Et pourtant, si on veut une évolution collective de nos mentalités et une espèce de bond comme ça, de transition sur ce rapport adulte-enfant qui est primordial évidemment puisque, puisqu'on le voit bien, ça reboucle avec ça. Les enfants Mmh. d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, c'est la société qui évolue. Ouais, les grands mots, ça suffit pas. Et ouais, je crois que ça se fait progressivement et que ça peut pas se faire plus vite que la musique. Moi, Oui. ça peut pas se forcer et en même temps, voilà, ça se fait doucement, et ce qui est beau aussi, ce que j'observe d'ailleurs, il y a des fois j'ai observé de la rigidité, mais souvent, hem, le
l'envie, en fait, vraiment l'envie, l'élan profond que des fois de parents que j'avais en face de moi ou d'éducateurs de l'amour, en fait, qui était nourri par l'amour de leurs propres enfants, parce que c'est comme ça qu'à ce moment-là qu'ils le voyaient, cette envie de ah, c'est dur de faire bouger les choses et en même temps, ah, je sens que oui, j'en ai envie, en fait, au Mmh fond. mh. Au fond, j'en ai envie. J'ai envie d'être dans un rapport comme ça, respectueux, mutuel avec mes enfants. J'ai envie de voir évoluer mes représentations. J'ai envie qu'il y ait c'est comme si ces rigidités et ces souffrances, elles étaient des sortes de pierres dans un cours d'eau, quelque chose comme ça et qu'on a envie à un moment donné de les faire exploser pour que cet amour qu'on ressent évidemment pour ses enfants qui est là, pour soi-même, il puisse, ah, tout à coup circuler de manière plus fluide, avec plus de quantité quoi, plus intense, plus C'est et très j'ai juste. Mmh. ouais et j'ai C'est l'impression une belle image. oui et souvent c'est mon Dieu, je c'est peut-être, j'ose à peine dire ça, mais souvent l'amour est plus fort en fait, c'est ça que j'observe. C'est le moteur Ouais, de ça ce c'est le de moteur et cette ça vient évolution. Mmh. c'est comme s'il y a une force de résistance, mais comme souvent il y a l'amour vient comme dissoudre, voilà. Il y a comme quelque chose qui vient dissoudre et ça c'est magnifique et là, il y a énormément d'espoir à cet endroit-là puisque c'est, cette fibre d'amour, quelque chose comme ça, elle est présente, chez les parents, les éducateurs que je vois. Et c'est ouais, c'est un petit peu peut-être là-dessus que je comme un fil à tirer, quelque chose comme Oui. ça. Hem, En tout cas, dans ton livre, moi, j'ai trouvé que tu fournissais vraiment des repères intéressants. On parlait déjà, il y a une première partie qui va vraiment, mmh, permettre des prises de conscience par rapport à la façon dont on les considère. Tu utilisais tout à l'heure les métaphores avec le racisme ou avec la façon dont on a traité les femmes et pourtant ça nous a semblé à un moment donné dans l'histoire normal. Donc d'utiliser ces exemples-là, ça nous permet d'oser remettre en question ce rapport à l'enfant. Tu bouscules la représentation, qu'on peut en avoir et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que, tu nous parles de la spécificité de l'enfant, mais tu vas un peu plus loin. Alors, je reviens un petit peu sur la représentation de l'enfant. Elle est teintée des projections de l'adulte sur ce qu'est un enfant et c'est ça qui conditionne à la fois la façon dont l'enfant est considéré en tant qu'être, mais aussi sa place dans sa famille, dans la société et la façon dont il va être pris en charge. Toi, tu nous parles de la spécificité de l'enfance. Alors elle n'a pas toujours été reconnue. Donc au Moyen Âge, par exemple, l'enfant, il était représenté sous les traits d'un adulte, mais en miniature. mmh mh. Et c'est plus tard, je dirais 14, 15e, 16e siècle, qu'on va progressivement reconnaître et prendre en compte cette spécificité-là de l'enfance et qui a permis de grandes avancées au niveau médical, au niveau pédagogique, au niveau sociétal. Et tu vas encore plus loin dans ton livre et tu nous dis que c'est intéressant d'interroger cette spécificité-là parce que peut-être qu'on la met pas au bon plan. On confond la spécificité de l'enfant et son identité. Mmh. Et toi, tu plaides pour associer à la fois égalité et particularité. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, hem, à nouveau sur ces craintes par rapport à la déconstruction de ces croyances-là sur les enfants et cetera, on me dit souvent: «Oui, mais alors ça revient à considérer les enfants comme de petits adultes». Alors que non, pas du tout. Encore une fois, c'est oui, comme une confusion entre, égalité et similarité. Hem, Effectivement, il y a une spécificité de l'état d'enfance avec une, maturité physique, affective qui est particulière et même là, je pourrais faire une espèce de petite parenthèse, heu, les enfants en fait, évidemment que ça n'a rien à voir, un enfant de 2 ans, quand là je parle de maturité par exemple physique et affective Mmh. et un enfant de, 14 ans. Rien que là, la catégorie enfant, on voit bien à quel point elle est là aussi à nuancer même à l'intérieur de cette catégorie, il y a des tas de réalités qui sont différentes. Alors que je dis ça parce que alors que, il y a souvent des voilà des droits qui sont enlevés à ces personnes-là, du fait qu'ils sont des enfants, qu'ils aient 2 ans ou 14 ans parfois.
Donc bon, Mmh. ça vient vraiment, voilà, montrer qu'il y a des choses à voir à ces endroits-là. Et oui, quand je parle d'égalité, je parle d'égalité en droits fondamentaux, c'est-à-dire je parle d'égalité, de considération en tant qu'être humain. Hem, il y a pas mal d'analogies à faire pour essayer de comprendre. Par exemple, si je peux prendre, une autre minorité qui sont les personnes, porteuses de handicap. Parfois, j'ai un ami par exemple qui est en fauteuil roulant. Il me disait quand il croise quelqu'un dans la rue, ça peut arriver que les personnes, avant de se dire, il y a: «Ah tiens, il y a un être humain là», ils se disent: «Tiens, il y a un handicapé», par exemple. Et ça Mmh. avec tout un tas de préjugés associés à son handicap. Et du coup, ça va complète c'est ça qui va complètement teinter le 1er rapport, c'est parlant quoi, entre ces 2 personnes. Ça arrivait aussi d'ailleurs avec, ma grand-mère par exemple qui n'avait quasiment, très rarement vu des personnes, à la peau noire et qui avait tout un tas de préjugés hérités, qu'elle avait lus à droite et à gauche, hein. Là aussi, si on remonte pas très loin dans les dictionnaires et Mmh. cetera, il y avait tout un Mmh tas mh. dans la culture commune, tout un tas de préjugés sur «les noirs» entre guillemets et s'il se trouvait qu'elle croise une personne noire, et bien, oui, ce qui va lui venir en tête, c'est: «Ah là-bas, il y a un noir» et ça va pas être: «Il y a un être humain qui Mmh est de mh. couleur noire» et donc il y a un noir et la deuxième étape, c'est, ça va très vite, hein, tout ça, c'est inconscient. La deuxième étape, c'est hop, les préjugés que j'ai, par rapport aux «noirs» entre guillemets qui vont se coller sur cette personne-là en quelque sorte et les enfants, c'est pareil. On s'aperçoit que, souvent quand on se trouve dans un endroit, qu'on arrive quelque part, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai interrogé de moi à moi, hein. Mmh. Quand je croise quelqu'un et qu'il se trouve que ce quelqu'un a cette spécificité d'être un enfant, qu'est-ce qui me traverse en premier? Est-ce que ça va être, «Ah tiens, dans cette pièce-là, il y a 2 enfants» ou est-ce que ça va être: «Ah, il y a 2 personnes et il se trouve que ces personnes sont des enfants». Heu Mmh. et là, ouais, on parle, d'identité. Ça peut paraître anecdotique, mais finalement, ça l'est pas vraiment quand on se rend compte de tous les préjugés qui sont associés à cette catégorie enfant. Donc il y a voilà, il y a des choses qui il y a une spécificité, il y a tout un tas de spécificités qu'on apprend d'ailleurs petit à petit à affiner comme tu le disais et c'est bien heureux, voilà pour tout le monde puisque ça permet finalement de répondre avec plus de précision aux besoins de cette spécificité-là en tant qu'éducateur aussi, en tant qu'accompagnant, de comprendre davantage, de répondre davantage, de manière plus précise. Et en même temps, oui, voilà, ça ne résume pas l'identité de la personne. C'est juste un état, en l'occurrence là, un état qui est évolutif, qui est transitoire, mais qui est juste voilà, une particularité à un moment donné de cette personne. Et oui, je crois qu'on a tendance à finalement comme à fusionner, l'identité de la personne Mmh avec mh. cet état d'enfance. Ouais. Quand on parle d'égalité, est-ce que justement tu peux nous éclairer sur la façon dont ça se met en place dans un écovillage ou même, au sein de ta propre famille? Oui, 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 on peut en venir à l'éco-village pour continuer la suite de mon parcours justement en fil rouge. Oui. Hem, donc moi j'ai découvert l'éducation démocratique, je me suis passionnée, il y avait eu ce Eureka et il se trouve que j'ai, rejoint d'autres personnes qui avaient eu aussi ce Eureka-là en quelque sorte, à un moment donné une révélation de dire: «Ah oui ça, c'est vraiment quelque chose qui fait sens pour moi et c'est de cette manière-là que j'ai envie d'être avec les plus jeunes». Donc il y avait notamment l'équipe de l'école démocratique, de l'école dynamique à Paris, qui était la première école démocratique en France, Mmh mh. heu, qui était là, qui avait envie d'aller plus loin et de vivre ça à une échelle plus grande qui est celle d'un écovillage. Il y avait des parents d'élèves aussi, de ce type d'école, il y avait, moi qui étais en train d'en créer une, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'était vraiment au village de Pourgue, donc notre, notre point commun à tous, quoi. On venait de milieux assez différents, on se connaissait pas forcément ou même voire pas du tout les uns les autres. Il y avait certains qui se connaissaient, mais pour la plupart, on se connaissait pas. Et donc on s'est simplement retrouvés à cet endroit, qui est Bourg, sur cet unique point commun de, cette considération de l'enfant et de l'être humain différente, puisqu'on avait décidé d'élargir cette considération
de l'enfant à une considération de l'être humain. Comment est-ce qu'on peut Mmh. se respecter les uns les autres? Comment est-ce qu'on peut s'organiser et vivre ensemble sans forcément être, une construction qui soit, hiérarchique et qui soit, verticale? Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser et pour que ça fonctionne en se respectant les uns les autres, quoi? Avec ce pari de, la confiance en l'individu, la confiance que Mmh. même si l'autre, n'est pas contraint à faire des choses, par exemple pour le groupe, il va le faire parce qu'il a envie que ça fonctionne, parce que, et donc c'est quelque chose qu'on explore depuis 4 ans et effectivement, cette particularité de se dire: «Ben oui, les jeunes ici, on est tous d'accord pour dire, même s'il y a des nuances après dans les différents foyers et cetera, dans l'application des choses, mais en tout cas, on est tous d'accord pour considérer que les enfants sont des personnes qui ont leur mot à dire ou leur voix peut-être, écoutée, entendue et où il y a une réflexion profonde personnelle sur notre posture en tant qu'adulte et collectivement aussi, la façon dont on s'organise collectivement et dont on va, prendre en compte et puis finalement, intégrer dans cette vie collective les personnes qui sont des enfants. Ouais. Comment ça se traduit du coup au quotidien? Quelle est la place de ces enfants? Est-ce qu'ils vont à l'école? Est-ce qu'ils participent aux réunions avec les adultes? Alors, les enfants, ils ont le choix ici, donc pour la totalité maintenant, ils ont fait le choix de pas aller à l'école. Ils Mmh. sont, ici en ce qu'on appelle en unschooling. Je dis ils ont fait le choix comme ça parce qu'ils ont testé. Ils ont tous essayé d'aller à l'école, publique là du village, pour faire l'expérience justement Mmh. Super. et c'était super et donc et voilà, ils ont fait l'expérience. Pour certains, ça a duré une semaine, pour d'autres, ça a duré, 6 mois, voilà, tout dépend et ensuite, ils ont la possibilité de participer à nos organes de décision et cetera. Hem Après, il y a tout cet aspect liberté, responsabilité, c'est-à-dire que, j'accède à une liberté si je peux prendre les responsabilités qui vont avec. Mmh. Donc les enfants sont très au courant de ça. Donc par exemple, ils ont le droit de voter, s'ils ont fait la démarche d'être membres actifs du village, parce qu'on a considéré que peut-être il y en avait certains qui n'auraient pas spécialement envie de participer Mmh. à la vie démocratique et cetera. Par contre, bah oui, si on veut venir, décider, tous ensemble et tout ça, bah ça demande en fait quand même une certaine pour les adultes et les enfants d'ailleurs, il y a des adultes aussi que c'est qui Mmh. participent pas tellement, hein. Mais ça demande, bah, de venir, voilà, de pouvoir délibérer, d'être présent et tout ça et ce qui se passe la plupart du temps pour le moment avec les jeunes, c'est, qu'ils viennent, ils ont connaissance de tous les organes démocratiques et ça, c'est vraiment chouette. Ils se sont aussi vraiment bien appropriés tout ce qui est, outils de gestion des conflits, Waouh! justice restaurative et tout. Ça, c'est vrai que c'est très beau à observer, ça fait, ouais, nous-mêmes, en fait, on a évolué, dans le village avec ça et on s'est approprié différents outils et je vois que, ouais, ça a bien pris. Hem, Ils ont osé, par exemple et ça, pour moi, c'est vraiment un signe de bonne santé en termes de rapport adulte-enfant. Il y a peu de temps, ils ont osé, se saisir. Déjà, c'est génial qu'ils aient compris comment ça fonctionne, se saisir d'un de nos outils de tout notre système restauratif. Ça s'appelle les clearings, donc c'est bon, après c'est simplement on se met en face et on parle et on se reformule en gros Mmh. et ils ont osé, voilà, demander un médiateur pour faire un clearing avec une personne qui était là et qui était une personne qui était en vacances, en visite et qui avait pas justement tout le Waouh! background et tout ça Mmh. et la personne qui a fait la médiation m'a dit qu'il s'était exprimé avec beaucoup de respect justement et en Mmh. même temps en posant leurs limites, en disant: «Bon ben voilà, tu vois par exemple tu viens puis tu me caresses les cheveux comme ça sans me demander», c'était Mmh. beaucoup des trucs comme ça. Mmh. Tu viens à me taquiner, alors que j'ai pas envie en fait et je l'ai Mmh. exprimé. J'ai pas envie de jouer à ça, ça m'intéresse pas, ou d'autres qui disaient, je crois que c'était pas mal ça aussi sur les: «Ah tu veux me faire un bisou, je te dis non et puis en fait tu insistes même sur le côté jeu: Oui. "Si mais viens, mais allez gna gna gna"» et ils l'ont posé vraiment avec beaucoup de douceur mais clairement dire: «Bah non, c'est non en fait, on a besoin de». Waouh! Mmh. Ouais et vraiment Super. la médiatrice était assez épatée, j'étais super contente. La personne en face, elle a entendu, mais pareil, c'était
enfin, c'était marrant, Ça l'a elle bousculé? habituée, voilà, elle était pas Mmh. habituée à ce type d'espace, mais ouais, ouais, les enfants se sont bien appropriés ça, donc c'était super et puis, par exemple, oui, sur les décisions plus, les on a un conseil de village où voilà, où on vote en 2 lectures et c'est assez réglementé et cetera. Mmh. Bah, ils viennent et ils jouent le jeu et ils connaissent très bien, ils savent comment faire. Quand c'est des décisions qui les impactent, en fait. C'est clair qu'ils Oui. vont pas forcément venir là sur des décisions qui les intéressent pas tellement. Par contre, là, il y a eu la dernière fois une proposition pour l'adoption de chatons parce qu'il y avait eu des chats dans le village. Bon, bah, là, ils étaient là et puis on voit qu'ils savent faire quoi, argumenter, les Mmh. arguments pour, les arguments contre et essayer de c'est des super, exercices et puis faire valoir leur voix évidemment à la fin, puisque c'était à la majorité là. Heu, donc voilà, ça se passe comme ça, avec beaucoup de dialogue aussi finalement. Mmh. Il y a eu des moments où peut-être il y avait besoin d'un peu plus de coups de main des uns et des autres, d'un peu plus d'implication et d'engagement, que ce soit de la part des Mmh. adultes ou des enfants et du coup ça a été exprimé et puis finalement, ça a pu être, entendu aussi. Voilà, on est ça c'est il y a beaucoup de dialogue finalement, hein, ça passe Mmh. beaucoup par le Mmh dialogue. mh. Donc ils pourraient, si en théorie en tout cas, là c'est pas encore arrivé, ils viennent participer aux réunions quand ça les intéresse, mais ils pourraient très bien prendre, voilà, des responsabilités, les enfants ici, s'ils le souhaitent. Le plus grand justement, c'est mon fils qui a 13 ans, Mmh. donc voilà, ça vient progressivement, mais c'est en tout cas théoriquement, c'est tout à fait possible. Il suffit simplement d'avoir l'envie et puis la L'envie, oui. compétence et la compétence, elle s'acquiert aussi évidemment en le faisant. Donc Je vou voilà. je Mmh. voulais rebondir par rapport à un extrait qu'on voit dans En liberté. Vous êtes Je pense que c'est un cercle de mamans ou de parents, je ne sais plus s'il y a des papas qui sont présents. Vous avez un débat autour des limites, autour du sucre et des écrans. Donc je crois que ton parti pris dans le documentaire semble être plutôt de laisser ton enfant expérimenter, trouver ses propres limites en l'informant, mais tu pourras nous l'expliquer davantage. Et puis en face de toi, on a une maman qui va exprimer que c'est son devoir de protéger son enfant de ces produits ou de ces pratiques à fort potentiel addictif. Et puis là, il me semble que c'est une dénommée Marjorie qui va ponctuer. Ce sont 2 objectifs différents: renforcer l'autonomie ou protéger l'enfant. Et on en revient à la question du rôle du parent. Pour toi, où est-ce que ça se situe? Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver entre les 2? Oh oui, pour moi, il y a vraiment un équilibre à trouver, entre les 2 et je pense que cet équilibre pour juger justement de sa pertinence, peut-être qu'on peut, encore une fois, essayer d'aller voir en soi, qu'est-ce qui va motiver, notre, notre envie, de poser certaines limites et de quelle manière? Oui. Oui, parce que il y a plein d'exemples et de contre-exemples dans tous les sens finalement. Moi, ce dont je m'aperçois, c'est quoi? C'est qu'on en revient à cette question de connaissance de soi, même pour un enfant. C'est-à-dire, un enfant qui a eu suffisamment d'espace pour apprendre à se connaître petit à petit et en étant informé aussi des choses et cetera. Par exemple, sur le sucre, moi je on en parle beaucoup avec les enfants, les écrans aussi, on en parle beaucoup, et des potentiels dangers et cetera. Et en même temps, j'ai l'impression que l'interdiction en tant que telle, heu, c'est sûr qu'elle ne permet pas forcément à la personne de s'autoréguler. Mmh. Après évidemment qu'il y a encore une fois, il y a une différence entre un enfant peut-être de 2 ans et un enfant de 12 ans. Mmh. Donc c'est pareil, c'est peut-être à adapter, à accompagner, à voir. Peut-être en tâtonnant, on pourrait, se dire: j'ai pas envie de finalement partir de grands principes figés et j'en ai vu peut-être que j'ai vu des personnes, figées dans des principes des 2 côtés. Quelqu'un qui va me dire, Mmh. «Ah ben non, bah moi voilà, je suis à l'extrême, je laisse complètement faire mon enfant», et puis même si là je vois qu'il patauge peut-être et qu'il a besoin, que je lui dise: «Non, bah écoute là, j'ai l'impression que sur ce coup-là, c'est très difficile pour toi d'autodéterminer, que ça te fait du tort et cetera» et peut-être que je vais, mettre mon veto et dire: Non, Mmh. vraiment, D'accord.
et dire: «Non, non, ben voilà, je le laisse complètement», bon. Et un principe inverse qui serait: «Non, non, mais moi, les écrans et le sucre, par exemple, non, c'est sûr que c'est moi qui décide et il y a aucune marge de Mmh. négociation possible» et cetera. Et j'ai pas l'impression que ce soit très constructif dans les 2 cas. J'ai l'impression que, Oui. et finalement, quand un enfant, est respecté, moi, ce que j'observe, c'est que des fois, il y a des enfants qui expriment une sorte de besoin d'aide à poser certaines limites, mais ils sont plutôt Mmh mh. partants à dire: «Bon, OK, je m'aperçois que là, j'arrive pas à me gérer moi-même». Hem, j'ai vu des enfants ici à Pau dire ça, dire: «Bah, voilà, j'ai besoin de mettre une limitation de, par exemple, 2 heures de temps d'écran par jour». J'ai vu des enfants parfois à Pau dire ça, j'arrive pas, je sens que j'arrive pas à me gérer sur le temps d'écran. J'ai besoin de qu'on limite à, voilà, on discute, bah, voilà, 2 heures par jour, ça semble bien, OK, 2 heures par jour, et c'est plus facile pour moi si je suis aidée, si on met un programme sur ma tablette, pour que ça se bloque, OK. Mmh. Évidemment que oui, ça c'est l'idéal, ça reste encore une forme d'autodétermination, avec un accompagnement, quelque chose comme ça. Et oui, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup d'où ça vient, ouais, voilà. Et essayer de s'interroger. Et je vois sur le sucre, par exemple, on avait vraiment aussi une adulte qui était là à Pourgue, et elle, ses parents étaient, très, très stricts parce qu'ils étaient macrobiotiques à l'époque, alors, Mmh c'était mh. vraiment 0 sucre. Et le sucre, c'est mal, quoi, c'est vraiment Mmh. mal. Et donc il y a vraiment comme une charge morale là-dessus et tout, et des fois c'est présent, hein, aujourd'hui, je le Mmh. vois encore chez plein de parents, «Ah, c'est dangereux, vraiment, c'est». Et du coup, elle a grandi comme ça. Alors, c'était très strict. Alors les parents, évidemment, chacun fait à chaque fois ça en pensant, protéger, faire du bien, et cetera. Et puis vraiment pas de gâteau d'anniversaire aux anniversaires, pas de bonbons, rien, rien. Oui. Et puis en fait, quand elle est devenue adulte, c'est vraiment fascinant cette histoire. Elle est partie de la maison à un moment donné, elle est devenue Mmh. étudiante à 18 ans, elle s'est retrouvée en ville, avec un petit budget, et là avec d'autres étudiants qui donc avaient été élevés de manière, différente et qui arrêtaient pas de manger des sucreries, en plus pas forcément une alimentation équilibrée à ce moment-là de la vie parfois et tout ça. Et elle était complètement paniquée en fait, par rapport à tout ce truc de sucre. Et puis en parlant avec les autres, elle s'est rendue compte qu'effectivement ses parents avaient peut-être un peu exagéré, les choses, Mmh. et donc elle s'est un peu rebellée en disant: «Bon, OK, oui, non, je vais le faire, quoi». Donc elle a acheté une sorte de Twix ou un Mars, enfin vraiment un truc bourré de sucre qu'elle avait jamais mangé de sa vie. Mmh. Vraiment, c'était drôle parce que d'ailleurs on en revient, en fait, c'est marrant parce qu'on peut vraiment reboucler avec la religion. Mmh. J'ai déjà Mmh. vu des personnes musulmanes qui avaient eu exactement le même truc avec du porc, par exemple. Et donc il y a la volonté de se dire: «OK, je vais m'émanciper de ce truc-là». Et donc elle avait son Mars à côté d'elle et tout. Et quand même, en fait, elle est allée, il y avait pas de portable, elle avait un téléphone fixe à l'époque. Elle est allée se mettre à côté du téléphone et vraiment, avec le truc de se dire: «OK, je vais manger Mmh. le Mars, mais je sais pas ce qui va se passer après, en fait. Peut-être que je vais Mmh. devoir appeler les urgences, peut-être que je vais C'est tomber dans fou. les pommes, Mmh. c'est dangereux, ou le ciel va me tomber sur la tête». Il y a vraiment, quand il y a des trucs religieux comme ça, et des fois on en est là, dogmatique, idéologique, Oui. il y a Mmh. comme une impression dans la transgression que, le ciel va nous tomber sur la tête, Mmh. que la foudre tout à coup va s'abattre sur nous, il y a pas mal de personnes qui ont vécu ça dans leur chair, de dire: «Ah, qu'est-ce qui va se passer?» Et donc elle a mangé le Mars, et puis bon, elle a attendu. C'était touchant de l'avoir raconté Mmh. ça. Et puis bon, bah, il s'est rien passé de spécial, et bon, et il se trouve qu'elle, elle a eu une Mmh. période où elle a été, du coup, elle a pas arrêté de manger des Mmh. Mars, des trucs. Et sa sœur aussi, et sa sœur, elle a réussi à s'autogérer, au bout de quelque temps, à se dire: «Bon, ben, voilà, c'est bon, j'ai». Et elle a repris une alimentation qui était plus Mmh. équilibrée. Mais sa sœur a gardé des troubles, du comportement alimentaire assez compliqués une fois adulte, parce que voilà, il y avait eu tellement de crispation à cet endroit-là sur Oui, la puis elles ont nourriture. pas pu faire cette expérience-là plus tôt. Voilà. Mmh. Et sur les écrans aussi, hein, moi je le vois bien dans les des familles qui sont assez rigides finalement, et pour protéger l'enfant et tout ça. Moi quand je reçois ces jeunes-là ici et qu'il y a un espace de liberté, supplémentaire, d'abord, en tout cas, il va y avoir une sorte de boulimie, Mmh. du truc interdit, donc ils ont envie de faire de l'écran tout le temps, ils pensent qu'à ça, c'est vraiment, alors que les nôtres, bon, bah, c'est un peu différent. C'est-à-dire que comme il y a pas cette crispation de l'interdit finalement, bon, déjà il y a ce truc-là en moins, que
de l'attrait, de l'interdit. Oui. Et puis bon, bah, il y a finalement comme c'est quand même accompagné, qu'il y a de la parole et qu'il y a de l'information qui est donnée, il y a une autorégulation qui se fait et l'autorégulation, elle se fait parfois, moi, c'est ce que j'apprends aussi en tant que personne, adulte, peu importe. Pour trouver l'endroit qui est juste pour moi, dans la consommation de quelque chose, bah, des fois, j'en consomme un peu trop et je me dis: «Ah mince, là, bah, je sens que c'est un peu trop» Mmh. et du coup, je reviens en arrière et j'essaie de trouver mon équilibre comme ça. Un équilibre qui peut changer aussi selon les périodes de la vie et cetera. Il y a pas vraiment quelque chose de figé. Mais mon fils, il a eu ça, hein, ce moment-là où il a acheté avec son moi, je refusais de lui acheter avec mon argent, des produits industriels Mmh. parce que voilà, je j'ai pas envie de mettre de l'argent, là-dedans, pour des raisons personnelles et donc il a lui un petit budget et lui, il avait fait ce choix-là d'acheter des pour ce que moi je considère comme être, de la junk food et pour moi, c'est vraiment important et j'ai beaucoup de peur personnelle à cet endroit-là en plus, hein, Mmh. donc parce que j'ai suite à des trucs qui m'appartiennent, des problèmes de santé Mmh. et cetera et du coup, il a fait cette expérience-là pendant quelques mois, de manger un peu ces trucs-là, là, un peu des chips, des gâteaux, des machins, je l'ai laissé faire et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à avoir de l'eczéma, une sorte Ah. de psoriasis, au moment où il a arrêté, parce qu'à un moment donné, il avait plus de sous, je sais pas quoi, donc il a arrêté Mmh. et donc il y a eu une détox à ce moment-là, donc il a été couvert de psoriasis, donc je lui ai expliqué, Mmh. ce que je connaissais, en tout cas ce que j'avais appris dans ma vie en termes de physiologie et que, ben, oui, voilà, et aussi les plus ou moins les risques à long terme potentiels et cetera et du coup, ben, oui, il a commencé à réduire et à commencer à là, il a arrêté complètement maintenant tous ces trucs de junk food Mmh. et à s'intéresser aussi à parce qu'en fait, tout le monde a envie d'aller bien. Je veux dire, personne n'a Mmh. envie d'aller mal, de se Mmh sentir mh. mal dans son corps et cetera. Donc ça lui a permis aussi là de grandir un peu en connaissance de lui, Mmh notamment, mh. on a fait des tests, on a vu qu'il était porteur du candida albicans, bon et donc je lui ai expliqué ce que c'était que cette bactérie et les envies de sucre que ça pouvait provoquer, Mmh mh. et du coup, bah, lui, ça lui a permis, voilà, de grandir en connaissance de lui, de dire: «Ah oui, OK, donc il y a ça, donc quand j'ai, une envie de sucre, ben oui, ça peut venir de là, donc comment je peux faire et comment» donc on trouve des solutions ensemble et cetera. Mais pour moi, c'est des choses après ça qui sont acquises, à vie de manière Oui. beaucoup plus intégrée que si c'est moi qui lui Mmh. dis, Oui. «Non, parce que» donc ouais, puis voilà, là je sens que ça y est quoi, il prend plaisir à prendre soin de lui, heu, Mmh. ça pour moi c'est bon signe. Il prend plaisir à prendre soin de lui et ça passe aussi finalement par, l'équilibre que lui-même trouve entre je fais pas n'importe quoi, je mange pas n'importe quoi et en même temps des fois je me permets d'être un peu flexible pour le Mmh faire. mh. Mmh mh. Oui. Voilà, dans la mesure de ce que mon corps est capable de recevoir et puis se rendre compte aussi qu'on n'est pas tous égaux, qu'il y a des gens qui peuvent se permettre, Oui. plus de consommation de ci, de ça, d'autres moins. Ça, c'est l'apprentissage de la vie finalement. C'est pour ça que les règles, toujours tout pareil pour tout le monde et cetera, Oui. ça n'a pas de sens, à un endroit. Je voulais aussi te poser la question, il y a beaucoup de parents qui ont envie de faire ce cap et de donner davantage de liberté à leurs enfants et qui tombent finalement dans un autre écueil, celui de la soumission. C'est Ouais, très, très fréquent et je pense que il y a eu un boom de la pédagogie et psychologie positive qui a permis d'apporter de bonnes choses, mais comme si les parents, en fait, étaient pas suffisamment préparés ou n'avaient pas les repères construits en eux pour, faire cet accompagnement-là et souvent, je vois en consultation des parents qui tombent dans la soumission. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Est-ce que tu as des conseils ou des repères à donner? oui, déjà j'observe que c'est vrai que c'est très fréquent, et que d'ailleurs certaines personnes, qui sont plus réactionnaires vont, se servir de ça en disant: «Ah vous voyez que ça fonctionne pas, Mmh. que c'est» Mmh mh. moi ce que je vois à cet endroit-là, c'est, pareil, je suis assez touchée en général de l'élan de ces parents qui, Mmh. voilà quoi, allez, qui se mouillent quoi, qui disent: «Allez, on a envie de changer, on a envie d'être dans un rapport qui est Mmh. plus respectueux» et effectivement, on n'a pas les repères pour ça. Parce que nous, on n'a pas eu une éducation, je dis «on» de manière générale, mais qui était équilibrée.
Mmh. en termes de sécurité, amour, et cetera. Donc comment on fait, en fait? Déjà, on peut avoir de l'indulgence envers soi, de se dire: «Bon, bah, OK, j'essaye de me dépatouiller à construire complètement autre chose alors que moi-même j'ai pas les briques pour ça». Donc ouais, c'est pour ça que c'est hyper intéressant ce que tu fais et ce que font plein de personnes, d'essayer de s'entraider, en fait, de se donner des clés, Mmh. parce que c'est pas facile, parce qu'on a besoin de ça. Donc moi, ce que je dirais à cet endroit-là, c'est qu'on rejoint la, la partie où on parlait des limites. Mmh mh. Hem, Quand je disais tout à l'heure, que j'étais, très touchée, quand j'ai vu que les enfants étaient capables à un endroit dans une relation là, dans un rapport où c'était pas évident avec un adulte, donc il y avait un rapport, une espèce de rapport de pouvoir potentiellement et qu'ils étaient capables de dire: «Bah, voilà, là pour moi c'est non. Voilà, là je sens que quand tu fais ça, ça vient atteindre quelque chose en moi Mmh. et que c'est pas possible pour moi, je me respecte pas à cet endroit-là, donc je te demande de pas faire ça». Et j'ai l'impression que là, Mmh. encore une fois, en termes d'exemplarité, si on a envie que notre enfant puisse faire ça, il faut qu'on apprenne à le faire et qu'on apprenne à le faire avec lui aussi. Oui. Pas facile parce que, il y a souvent, dans mon expérience, même personnelle, par exemple, heu, j'avais l'impression que le rôle de parent, de mère, il était associé à pas mal de culpabilité et du coup, ça me permet tant que j'avais pas guéri en moi cette Mmh. culpabilité, ça me permettait pas de poser mes limites de façon, Oui. ouais, voilà, légitime, de façon juste, de dire: «Bah, non, voilà, en fait, là, pour moi, c'est ma limite» et elle a j'ai besoin qu'elle soit vue et qu'elle soit entendue aussi et aussi, par cet être en face de moi qui est mon enfant, qui a la spécificité d'être un enfant, mais qui est tout à Mmh fait mh. capable de comprendre et c'est ça, je crois que c'est une base, je crois que c'est une base énorme quoi, de se dire: «Bon, OK, ce type d'éducation, ça va pas être simplement respecter les besoins de l'enfant, ça va être respecter les besoins de tout le monde» Oui, et très juste. heu Mmh. et moi, si mon enfant, si je veux le respecter, je dois aussi apprendre à me respecter. Mmh. Sinon, qu'est-ce que j'apprends à l'autre? Je lui apprends que, finalement, prendre le pouvoir sur l'autre, c'est OK, Oui. que finalement aimer quelqu'un, c'est se laisser marcher dessus. J'exagère peut-être, mais enfin oui, se laisser, envahir, se Envahir. Mmh. laisser, alors que finalement, encore une fois, c'est juste qu'on est encore dans le même rapport de pouvoir, dans la même dynamique. Mmh. Une dynamique de rapport de pouvoir, qui là s'est inversée. Ce qu'on voit des fois d'ailleurs dans certaines versions du féminisme, et heureusement c'est pas la majorité, mais on peut voir ça. Ce truc qu'en fait le rapport de pouvoir est juste inversé. Mmh. Alors que le but c'est pas ça, le but c'est de sortir du rapport de pouvoir et de construire un nouveau rapport et là ouais, je crois qu'on a besoin d'être tolérant envers soi et du coup bah, là c'est vraiment un travail de de guérison et de connaissance personnelle finalement et de se dire peut-être que le conseil que je pourrais donner, c'est de se dire: «OK, prendre du temps, pour moi», et encore une fois, c'est pas Mmh. forcément quand je dis ça, c'est pas forcément un truc qui va être, dur et tout ça, mais prendre du temps pour moi, pour prendre soin de moi, pour, faire une thérapie peut-être, pour, essayer de guérir mes blessures, de poser mes limites, de sentir mes limites. Parce que moi, je me suis aperçue que la plupart des personnes, des parents que j'avais, on fait un stage notamment avec Marjorie justement que tu citais tout à l'heure. Mmh mh. J'ai introduit un module qui est que là-dessus en fait, parce que je me suis aperçue que la plupart des personnes ne sentaient même pas quand leurs limites étaient Mmh mh mh. donc c'était même pas l'expression, c'était presque la deuxième étape. Donc de sentir mes limites et de réussir à les exprimer et de se dire: «Oh l'autre ne va pas m'aimer moins, parce que je vais l'exprimer, ou ne Oui. va pas, être blessé parce que je vais exprimer ça». Parce qu'au contraire, je vois que mes enfants, par exemple, moi, j'avais vachement de mal avec ça et j'étais plutôt moi, si j'avais eu un écueil au départ, c'est plutôt celui-là, tu vois? Mmh mh. Et dans ma famille d'ailleurs aussi, j'observe ça, c'est plutôt cet écueil-là que l'autre écueil d'une hyperviolence, d'une domination Mmh mh. injuste et c'est léger, mais ouais, ça serait plutôt ça et du coup, je me suis aperçue qu'encore une fois, hem c'est pas finalement respecter l'autre, de manière générale, hein, les enfants, l'autre le conjoint ou je ne sais pas, un ami. C'est pas respecter l'autre que de ne pas oser lui dire ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Mmh mh. Même si un enfant, c'est pareil, on va adapter à sa spécificité. Je vais pas forcément, me confier à mes enfants de la même manière que je vais me confier à ma Oui. meilleure amie. Par contre,
le fait de pouvoir le trouver, en fait, suffisamment digne de confiance pour lui dire, «Bah, voilà, là, en fait, je c'est difficile pour moi. Là, j'ai l'impression de que vous m'aidez pas du tout sur ça, que de pas avoir d'aide sur ça, 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 ça et que pour moi, c'est un peu lourd là et je sais pas comment faire», ou je sais pas, un truc comme ça et ben, On en revient au dialogue, hein. voilà, Mmh. Mmh. le dialogue de cœur à cœur et je crois que ça, Mmh. de manière générale, c'est ouais, quand on est sur quelque chose qui est de cœur à cœur, ouais, ça touche l'autre, je crois. Surtout quand on est dans un rapport avec quelqu'un qu'on aime et voilà et on a envie que chacun se sente bien dans cette relation et moi, c'est ce que je sens de la part de mes enfants, en fait. Je sens Mmh qu'ils mh. ont envie que je me sente bien dans notre relation, de la même manière que j'ai envie qu'ils se sentent bien dans notre relation et du coup, ouais, exprimer mes limites, exprimer mes limites, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire admettre que je ne suis pas, heu, Wonder Woman, en fait, que je ne suis Oui. pas Mmh. que le en fait, c'est peut-être ça aussi, c'est la, souvent on a du mal à exprimer nos limites à nos enfants parce que ça fait comme s'il y avait une sorte de représentation d'un parent idéal et que c'est ça qui Mmh serait mh. sécurisant pour un Mmh enfant. mh. Alors moi, je crois que moi j'étais un peu là-dedans aussi. Je suis, infaillible, insubmersible, du coup tu peux te sentir en sécurité mon enfant parce que, alors que pas forcément. C'est-à-dire, est-ce que ma stabilité, elle vient et ma maturité, Oui. elle s'exprime pas aussi par le fait de justement dire: «Voilà, je me connais suffisamment pour sentir que là, ma limite est atteinte» et l'exprimer donc voilà. Exactement. Ouais, Oui. ouais, ouais. Alors je sens qu'on pourrait parler encore des heures. Mais je vois que l'heure tourne. Est-ce que tu as un mot de la fin? Il y a quelque chose que tu aimerais déposer pour conclure? Ou Heu, des lectures à conseiller? oui, ben, le livre de Peter Gray, en effet, Libre pour apprendre, c'est vraiment Peter Gray, c'est vraiment, quelqu'un qu'on a dans notre cœur, à Pourgue énormément. Mmh mh. Oui, on mettra la référence de «Qu'est-ce que l'agisme?». C'est vrai que je l'ai écrit Oui. comme étant, vraiment accessible même aux personnes autour de nous qui sont voilà, qui sont pas forcément, ouverts à ce type de théorie et cetera. Mmh Donc ça mh. reste quelque chose de très accessible. Hem, peut-être que je pourrais mettre en lien le site du village aussi dont on a parlé Oui. plusieurs fois, comme Mmh. ça permet de se rendre compte un petit peu. Le film En liberté, il est en accès libre aussi. Oui. Voilà et non, le mot de la fin, c'est juste ça, ce qui est vivant en moi là, c'est, cet amour dont on parlait, de se dire: «Allez, on va y arriver». Chacun individuellement et ensemble à faire, évoluer ses mentalités et quand je dis ensemble, dans cet ensemble, j'inclus aussi les enfants. Ces personnes qui, voilà, qui sont là avec nous et qui vivent cette aventure et qui vivent cette évolution avec nous et moi je trouve qu'il y a beaucoup de beauté, dans ce qui se passe et dans tous les gens qu'on voit, notamment nous, passer au village et qui sont dans plein de réflexions, qui ont des sensibilités, des parcours différents, mais en tout Oui, cas parce qu'il y a des immersions qui sont proposées. C'est vrai que je ne l'ai pas souligné, mais pour les oui, personnes qui souhaitent se rendre compte de la manière dont fonctionne, ce village, c'est possible de faire une immersion là-bas. voilà, il y a Oui. plusieurs formats, il y a des vacances, on peut passer des vacances en famille, et puis après il y a notamment un stage, spécifique, qui parle d'éducation. Ouais, Hem, super. Mmh. ouais, ouais et c'est vraiment, très touchant, hein. Moi, je ressors de ces stages à chaque fois avec le cœur vraiment rempli d'avoir rencontré, ouais, autant de personnes avec des sensibilités différentes, mais qui ont pour point commun, qui regardent justement dans cette direction à leur manière de l'évolution des rapports adultes-enfants vers plus de respect. Super. Oui. Je suis, ouais, je suis très confiante pour l'avenir quand je pense à tous ces jeunes qui bénéficient déjà de ça et je pense que ça va aller de plus en plus dans ce Ça sens-là. s'ouvre. Oui. Ouais, ouais, ouais. Super. Mmh. Je mettrai tous ces liens en accès sous la vidéo. Je te remercie beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup pour ton invitation, puis merci à tous, d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce que nous invite à faire Elfie dans cet épisode, mais également à travers la lecture de son livre Qu'est-ce que l'agisme? C'est un réel changement de paradigme qui ne peut se cantonner à une réflexion mentalisée sur le sujet. Alors oui, l'abandon des croyances et des anciennes représentations apparaît indispensable pour évoluer, mais par ailleurs,
pour accueillir un nouveau rapport, une nouvelle attitude, une nouvelle façon d'être avec l'enfant, cela impose d'aller voir en soi plus profondément, d'écouter et d'explorer ses peurs, ses émotions, de pouvoir se rapprocher de son propre enfant intérieur et de renouer le contact, le dialogue lorsque celui-ci a été perturbé. Il s'agit bien d'accueillir et de guérir ses propres blessures pour aller de l'avant. Et parce qu'il ne s'agit pas de tomber dans l'écueil fréquent de la soumission face à l'enfant, Elfie nous invite avec sagesse à suivre la notion du respect de soi-même, de ses propres valeurs et de ses propres limites. Nous resterons à Pourgue dans le prochain épisode avec Marjorie Bautista, cofondatrice également du village de Pourgue, qui nous permettra d'approfondir le sujet de l'éducation autodirigée ainsi que son application auprès des enfants comme des adultes au sein du village de Pourgue. À bientôt!